Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou ceux qui ne me reconnaissent plus, je suis Jean-Christophe Eckart et je vais vous parler du bilan de compétences selon la méthode Quater. Alors là, je suis à Fushun, petite ville minière du nord-est de la Chine. Il est bientôt 16 heures chez moi, beaucoup plus tôt bien sûr en France, et ce qui devait être au départ une réunion d'échange, eh bien sera au final un exposé. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions que cette vidéo va amener. Voilà. Donc, le sujet s'est imposé de lui-même parce que c'est vraiment le genre de sujet qui va sans dire, mais qui va mieux en le disant. C'est le fondement de la méthode et c'est l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Voilà. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Donc ceux qui connaissent Carl Rogers, tant mieux. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à vous pencher là-dessus. C'est un psychothérapeute qui a posé les fondements, les bases de la relation thérapeutique. Alors, comme j'avais prévu le cas où cette vidéo serait un exposé, je vous ai préparé des slides donc, qui seront joints au dossier. Et je vais quand même faire le partage d'écran parce que ça sera plus facile. Voilà. Donc, on commence par une peinture allégorique parce que, eh bien, c'est vraiment le cœur du sujet. Voilà. Le sujet est éminemment philosophique, mais je vous rassure, on va retomber dans le concret. Alors, cette peinture, elle a une histoire pour moi, parce qu'elle faisait partie d'une pièce de théâtre qui s'appelait Les Directeurs et qui a été jouée plusieurs années consécutives à Montparnasse, à Paris. Je vous invite à aller la voir, si bien sûr le rejoue, ça c'est vraiment pas sûr. S'il y a un document vidéo disponible, c'était une révélation de mon point de vue sur les différents modes de management et les aspects pathologiques et psychogènes de certains modes de management. Alors, pourquoi une peinture allégorique? Parce que, quelque part, c'est à mi-chemin entre, dans l'histoire de l'humanité, c'est à mi-chemin entre la magie pure et ce qui va être le rationalisme. Et c'est un peu là qu'on se situe avec notre approche du bilan de compétences. Une peinture allégorique, c'est une image qui a un sens, mais on ne le découvre pas tout de suite si on n'a pas le titre de l'œuvre. Voilà. Là, en l'occurrence, il s'agit du temps. Le temps soustrait la vérité aux atteintes de l'envie et de la discorde. Alors, toute la palette entre la magie et le rationalisme, eh bien, c'est aussi dans mon expérience, puisque j'ai eu à la fois, enfin pas en même temps, mais j'ai eu d'une part des gens qui pensaient que j'allais leur prédire leur avenir professionnel. Et la première fois où ça s'est posé vraiment comme ça, j'en ai profité pour aller acheter une boule de cristal que j'ai eu pendant très longtemps dans mon bureau. Et il y a effectivement, vous pouvez effectivement être confronté à des bénéficiaires de bilan de compétences qui vous pouvez être confronté à des bénéficiaires de bilan de compétences qui vont avoir ce type d'attente, c'est-à-dire qu'ils vont penser que, par magie, vous allez leur dire ce qu'ils doivent faire. Et à l'autre bout de la palette, vous avez des personnes qui sont, elles, très, très rationnelles et qui pensent qu'avec une méthode dont ils ne connaissent pas les détails, dont ils n'ont pas envie de connaître les détails, mais ils pensent que par une méthode quasi scientifique, ou même scientifique, vous allez leur proposer des chemins à prendre et des actions à mener. Les deux se trompent de la même façon, puisque dans notre approche, en aucun cas, et quelles que soient les méthodes utilisées,
nous ne sommes jamais prescripteurs de solutions pour nos clients. Voilà. Et ça tient en deux mots, c'est Carl Rogers, hein, c'est l'approche centrée sur la personne, c'est le fondement de notre méthode. Alors, pour en revenir à la réalité de notre activité, je peux vous dire aujourd'hui qu'on a moins de 2% d'abandon hors cas de force majeure, ce qui inclut les arrêts maladie, donc on pourrait discuter. Hein. En tout cas, on est à moins de 5% d'abandon. Et sur les 300 et quelques bilans qu'on a fait depuis l'existence du réseau, il n'y en a qu'un, à ma connaissance, avec les informations dont je dispose, dont on peut se dire qu'on aurait pu l'éviter si on avait simplement respecté ça, c'est-à-dire ne pas être prescripteur. Voilà. Et en plus, cette rupture de la relation de confiance entre le consultant et son client a été due à une position de prescripteur et de prescripteur autoritaire. C'est-à-dire qu'à un moment, alors on pourrait rentrer dans les détails, on pourrait expliquer ça, hein, mais à un moment donné, la consultante, qui est une consultante chevronnée, s'est sentie obligée de faire plus que suggérer, c'est-à-dire de prescrire vraiment, hein, au sens de prescription quasi médicale, un secteur d'activité et certains types de métiers. Et effectivement, le bénéficiaire du bilan, la personne concernée, avait les compétences, les savoirs, les expériences, les savoir-être, enfin tout ce qu'on peut imaginer tout ce qu'on peut mettre dans un portefeuille de compétences, tout ce qu'on peut inscrire dans un profil professionnel, eh bien tout ça désignait très clairement des métiers particuliers et en plus qui étaient porteurs ou sous tension. Sauf que la personne concernée n'avait plus du tout envie de travailler dans ce secteur d'activité. Et là, je vais vous donner l'essentiel de l'exposé. Nous ne faisons pas du bilan de compétences, on fait un bilan des motivations. C'est vraiment ça, notre travail, un bilan des motivations. C'est pour ça que je vous proposais en prévision de cette rencontre, je vais vous proposer de lire le petit que sais-je d'Alex Micheli qui s'appelle « Les motivations » et qui est un panorama complet, en tout cas très étendu. On ne peut jamais dire si c'est complet, hein, mais en tout cas c'est un panorama très étendu de tout ce qui touche à la motivation sous les différentes acceptations psychosociaux. Et c'est vraiment une mine. Alors, lecture facile, hein, c'est un que sais-je, ça se lit très vite. Après, le souci, c'est que l'exposé est tellement bien fait que et puis c'est un universitaire hein, de talent, donc vous avez une bibliographie en fin du petit ouvrage, et vous pouvez être amené à la lecture de ce que sais-je, vous pouvez être amené à aller lire beaucoup d'autres choses, hein, beaucoup d'autres ouvrages qui sont évoqués et cités dans le cadre de ce que sais-je, donc de cette somme, voilà, une somme, une petite somme. Alors revenons à nos diapositives. Donc, au moment de fixer l'agenda, j'avais lancé assez rapidement quelques lignes. Et donc, ça commençait sur les fondamentaux, par l'objectivisme et les représentations du monde. Et toujours cette peinture allégorique. Alors, vous pouvez philosophiquement adopter la philosophie qui vous convient. Vous pouvez avoir vos convictions, c'est pas du tout le sujet. C'est juste que pour être efficace dans notre métier, il faut d'une part être objectiviste. Alors, je vous le fais simple, hein. Il faut avoir la certitude, ou en tout cas, il faut communiquer à notre client la certitude qu'il existe un monde objectif indépendamment de notre existence. C'est-à-dire que c'est pas l'illusion, c'est pas la Maya hindoue, enfin c'est pas notre interprétation erronée de la Maya hindouiste, hein. C'est pas non plus le solipsisme, hein, cette idée que vous seriez le seul individu existant
et que tout ce qui est autour de vous, c'est une illusion que vous vous créez vous-même. Non, il s'agit d'avoir l'attitude la plus raisonnable possible, je dis bien raisonnable, hein, pas rationnelle, la plus raisonnable possible, c'est-à-dire de penser que l'univers existe et que nous en sommes une petite partie. Et il existe en tant que tel, avec ses lois naturelles, avec sa réalité matérielle ou autre, hein, mais il existe de façon immuable et indépendante de notre activité. C'est l'attitude la plus raisonnable. Néanmoins, dans notre travail, on va être amené à utiliser une posture constructiviste, c'est-à-dire que pour tout ce qui, pour 80%, c'est un chiffre que j'emprunte à Paul Václavic, hein, Paul Václavic, changement, autre référence importante hein, en termes de bibliographie, donc changement de Paul Václavic, hein, école de Palo Alto, il dit que 80% de nos problèmes ne dépendent pas de la réalité, de cette réalité objective, hein, voilà, mais de tout ce qu'on a construit autour, c'est-à-dire notre perception de la réalité, notre débat sur la perception, notre perception de la réalité, nos débats, et toutes les interprétations des interprétations. Et c'est pour ça que nous devons aussi adopter une posture constructiviste, parce que ce qui va être important, c'est de comprendre ou d'amener notre client à comprendre ce qu'impliquent ses représentations du monde, ou sa représentation du monde. Voilà. Donc ça, c'est un point important, hein, ça tient une ligne. Donc l'approche centrée sur la personne, ça c'est le vrai sujet, parce que de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers découle l'ADVP et tout le travail qu'on fait sur la première partie du bilan. Et donc, le dernier sujet de cet exposé, c'est le cahier numéro 1 et l'entretien numéro 1 qui sont pas cohérents entre eux. Il y a une cohérence sur le parcours, mais le cahier 1 et l'entretien 1 ne sont pas cohérents du tout. Et ça, c'est un point qu'il est important d'aborder. Alors, oui, j'ai mis aussi la page du programme qui présente les moyens pédagogiques et les méthodes et techniques d'encadrement. Alors ça, c'est une obligation Calliope. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu petit sur le slide. Hein. Vous aurez le PDF hein, dans la Dropbox. Ce que le Calliope nous demande, hein, c'est de parler de la posture du formateur. Et donc, on a bien sûr écrit l'approche est centrée sur l'apprenant. Alors ça, c'est le sujet, hein, parce que c'est vraiment très in, c'est toujours à la mode. Hein, c'est très difficile de dire qu'on n'a pas une approche centrée sur la personne, même si en pratique, on l'a pas complètement ou pas vraiment. Donc nous avons vraiment une approche centrée sur la personne. C'est juste que pendant le déroulement du bilan, on va passer d'une position haute à une position basse, c'est-à-dire une position où on est expert. Nous sommes l'expert que notre client est venu chercher. Et donc on profite de cette position pour donner de l'information, hein, de l'information sur les process plus que sur les objets. Hein. Mais bon, voilà, on utilise cette position haute, mais on va arriver au cours du bilan à changer de position parce que un de nos objectifs, c'est que notre client devienne indépendant et autonome. Et pour ça, on ne peut pas garder constamment la position haute, parce que chaque fois qu'on garde la position haute, forcément, hein, c'est pas du Lacan, hein, forcément, si nous on a la position haute, l'autre a la position basse. Voilà. Donc, approche centrée sur l'humanisme, sur la personne, humanisme, pragmatisme. Alors, l'humanisme, on aurait pu l'écrire autrement. Ça vient, c'est pas essentiel, mais il ne faut pas l'oublier. À partir du moment où on adopte une approche centrée sur la personne, c'est l'individu. Donc, toutes les données sociologiques ou psychosociologiques sur les constantes du comportement et sur toute notre part d'animalité, hein, il ne s'agit pas de nier, eh bien, c'est pas ça, c'est pas l'humanité. L'humanité, c'est-à-dire la caractéristique de notre client, c'est quelque chose qui est certainement monté sur un châssis de primate, hein, mais ça le distingue fondamentalement de l'animal. Les hommes ne sont pas des animaux. Alors là encore, hein, vous pouvez garder vos convictions hein, personnelles, mais dans le cadre de notre travail, c'est important d'avoir ça en tête. Parce que l'approche centrée sur la personne, eh bien, derrière cette appellation, hein, je mets tous les principes que Carl Rogers a posés
pour fonder ce qu'on va appeler plus tard la relation d'aide. Ça va aussi poser les bases des analyses transactionnelles, des hypnoses ericksoniennes, PNL et compagnie. Alors, c'est pas en droite ligne, hein, mais ça pose les bases. Et surtout, les principes de Carl Rogers et de son approche centrée sur la personne vont donner naissance à l'ADVP et à quelque chose qui va imprégner tous les services publics des pays de l'Ouest, même de l'OCDE, on peut dire. Hein. Je pense qu'au Japon aussi, ils ont quelque chose qui ressemble. Ça sera pris, donc, service public de l'enseignement et service public du travail, de l'emploi. Et donc, dans les années 70 jusqu'à la fin des années 90, on était soit approche centrée sur la personne, soit on sentait le souffre. Aujourd'hui, on annonce toujours comme étiquette approche centrée sur la personne, mais vous allez voir que la véritable... si on reste fidèle au principe de Carl Rogers, on va avoir des résultats ou des attitudes ou des comportements professionnels qui peuvent être décriés par des institutions, et des institutionnels et des représentants de l'institution. Donc, approche centrée sur la personne humaine, et le pragmatisme, quelque part, c'est ce qui va avec, parce que autant Carl Rogers a été le fondement d'énormément de choses qui ont suivi, autant lui-même repose sur un père de la psychologie US, sur William James, hein, qui a fondé un courant qu'on appelle le pragmatisme, qui est d'ailleurs tout à fait cohérent avec Carl Gustav Jung, hein, qui, lui, alors, on ne va pas dire qu'il y a une parenté, mais il y a un parallèle, hein, entre l'approche jungienne et les principes de Carl Rogers. Donc voilà, ça c'est le package, hein, c'est la philo. Ok, donc Carl Rogers, c'est un psychothérapeute, et le principe fondamental de Carl Rogers, c'est l'actualisation. Voilà. Donc l'actualisation, c'est une hypothèse de travail, hein, de Carl Rogers, hein, mais bon, comme ça donne des résultats, tout le monde l'a gardé, pratiquement. C'est-à-dire que chaque être humain est en mesure de savoir ce qui est bon pour lui. Donc il y a dans chaque humain une tendance à l'actualisation, donc ça c'est le nom rogerien, hein, qu'on peut appeler aussi réalisation de soi. Et là, on voit aussi que ça a donné tout le courant un courant du New Age, hein, de la pensée positive, hein, puisque nous avons en nous les ressources nécessaires à notre réalisation. Il suffit de laisser faire pour que ça marche, quoi. Donc, voilà, il faut voir jusqu'où ça peut aller aussi, hein. Mais en tout cas, la pensée positive, hein, c'est un principe posé par Carl Rogers. En tout cas, son idée, son hypothèse de l'actualisation a ouvert le champ de cette pensée positive. Et si on rentre un petit peu dans les détails, ce que je vous laisserai faire de votre côté, hein, si vous avez le loisir et l'envie, c'est que ça ressemble beaucoup au concept jungien d'individuation, puisque pour Jung, l'être humain suit un chemin, une sorte de programme intérieur qui l'amène à devenir progressivement qui il est, alors avec un taux de réalisation plus ou moins important, mais l'individuation jungienne, ressemble étrangement à l'actualisation rogerienne. Pour nous, alors ça c'est une phrase que je vous conseille d'apprendre par cœur, même si c'est un petit peu drôle. C'est du Carl Rogers. Donc nous devons, nous consultants au bilan de compétences, hein, donc bien sûr Carl Rogers comme psychothérapeute, hein, donc on n'est pas on n'est pas sur les mêmes problématiques, mais on est dans la même posture. Nous devons d'avoir un regard inconditionnellement positif sur les facultés d'évolution du sujet. Alors j'ai mis des couleurs parce que tous les mots comptent, hein, donc on commence par un regard. Alors un regard, si l'actualisation fonctionnait bien, on n'aurait pas de clients parce qu'ils s'actualiseraient tout seuls. Sauf qu'ils viennent nous voir
Donc, ils ont besoin d'une personne extérieure pour débloquer ou lancer ou accélérer. En tout cas, l'actualisation rogerienne, ça marche mieux s'il y a une autre personne qui est là. Donc, un regard externe. Bon, vous avez plein de... le fait qu'on peut pas se regarder avec ses yeux, l'importance d'avoir un miroir. Enfin, il y a un tas de déclinaisons de ça. On peut aller jusqu'au transfert et contre-transfert freudien hein, ou jungien. Mais bon, l'idée c'est qu'il faut une autre personne. Inconditionnellement positif. Voilà, c'est là qu'on peut aller très loin dans la pensée positive. Donc, on n'y va pas, mais il faut savoir que ça a quand même une réalité. Euh, si on réagit positivement à ce qui vient de l'extérieur, on a une attitude positive et c'est toujours plus efficace pour résoudre les problèmes relationnels, ou en tout cas pour résoudre les problèmes qu'on a dans les 80% des problèmes qui viennent de la perception de la réalité. Avoir une attitude positive, c'est plutôt bon. Et donc, nous devons, nous, d'être un exemple d'attitude positive et on doit avoir un regard inconditionnellement positif sur notre client. Alors, pas sur notre client, justement, sur ses facultés d'évolution. Pour ça, c'est une petite nuance qui peut, bon, qui le plus souvent n'est pas utile, hein, mais dans certains cas, elle peut être utile parce que vous pouvez vous retrouver face à une personne qui, on va dire un peu simplement une personne qui est pas chouette, ou qui en tient une couche, ou qui trimballe pas mal de trucs, ou même quelqu'un de franchement désagréable. C'est pas sur lui qu'on a un regard inconditionnellement positif, hein, c'est pas sur la personne désagréable, c'est sur ses facultés d'évolution. Et dernier, faculté d'évolution du sujet. Et c'est là que on va avoir un petit souci avec l'aspect compétence du bilan de compétences, en tout cas avec la tendance des 20 dernières années. C'est que, bon, depuis le début, hein, je dis les 20 dernières années parce que ça s'est accéléré, mais depuis le début, il y a toujours eu cette ambiguïté, hein, depuis les années 90, et même avant, quand c'était pas institutionnalisé, hein, les premiers bilans de compétences venaient des assessment centers américains, c'était de l'évaluation. On évaluait les compétences, et donc on essayait d'avoir une évaluation objective des compétences. Et dès le début du bilan de compétences, il y a toujours eu cette ambiguïté, puisque certains praticiens étaient plus dans l'évaluation que dans l'orientation. Et l'ambiguïté demeurait aussi au sein de l'institution de l'emploi en France. Hein. Dans les années 90, à la NPE, les prestations de demandeurs d'emploi distinguaient clairement l'évaluation des compétences et l'orientation professionnelle. Dans un bilan de compétences, il y a un peu des deux. Voilà. Donc même si on utilise des outils d'évaluation, même si à un moment ou un autre, on peut être amené à faire de l'évaluation, sous-entendu évaluation objective, l'objet ne nous intéresse qu'au second plan. Nous, on est vraiment sur le plan du sujet. Je ne vais pas m'apesantir hein, sur la philosophie sujet-objet, hein, mais la perception, le ressenti, les affects de notre client ont autant, sinon plus d'importance que les éléments objectifs. Je reviens à mon cas, quelqu'un qui n'a plus du tout envie de travailler dans un secteur d'activité, a beau être extrêmement doué et outillé pour y être efficace, s'il n'a plus envie d'y aller, ça va être compliqué de le pousser à y aller. Alors, ça c'était, je vous en dis pas plus sur le cas parce que on doit respecter la confidentialité. Vous pouvez avoir assez souvent dans vos clients des vendeurs qui sont très doués pour la vente et qui n'ont plus envie d'être vendeurs. Ça, c'est un grand classique. Donc, soit ils deviennent managers, soit ils deviennent experts, soit ils se reconvertissent complètement. Donc, le vendeur qui veut plus vendre, vous pouvez vous apercevoir en cours de bilan qu'il a un vrai talent de vendeur. Le problème, c'est pas qu'il est mauvais vendeur. Non, le problème, c'est qu'il n'a plus envie. Voilà. Donc on est vraiment, c'est ça que ça veut dire, hein, d'être sur le sujet et pas sur l'objet. Voilà. Donc à partir de là, je vous ai mis 5
5 articles, 5 commandements, je ne sais pas comment appeler ça, 5 éléments hein, de réflexion. Donc le plus important, c'est que le bilan de compétences est un bilan des motivations. Faire émerger les motivations n'est que la première partie du bilan. C'est le travail sur les aspirations. Alors aspiration et motivation ne sont pas synonymes, pas complètement synonymes, mais sont suffisamment apparentés pour qu'on puisse dire à notre client que nous allons travailler sur ses aspirations. Et nous, on sait qu'on va travailler sur ses motivations. Après, est-ce que vous lui dites que vous travaillez sur les motivations? À vous de voir. Hein. Mais en tout cas, pour la présentation du bilan, en tout cas, on peut dire que les mots sont équivalents. Le travail sur les aspirations du sujet. Donc, quand on travaille sur les aspirations, c'est une occasion pour notre client de revoir sa vision du monde. Et là, à ce niveau-là, vont intervenir les recadrages. Donc ça, c'est un élément important. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais il faut savoir que quand on travaille sur la motivation, on peut changer la vision du monde. Aussi, juste pour en dire 2 mots, hein, on fait un travail sur les valeurs, ça c'est la recherche du sens. Et dans les valeurs, il y a les croyances. Et les croyances, certaines sont limitantes. Donc c'est pas à nous de décider, hein, mais il faut il faut présenter les process, il faut présenter les systèmes et les process, pour que notre client puisse sentir s'il doit remettre en question une partie de ses croyances. Le consultant en position haute, donc quatrièmement, le consultant en position haute donne de l'information sur les process, mais jamais de conseils. Voilà, c'est là qu'on risque de glisser. Hein. On est en position haute, on peut faire des suggestions avec énormément de précautions, hein, parce qu'une suggestion, c'est déjà... c'est grave, ça a de la puissance. Hein. Donc les suggestions limites, mais en tout cas pas de conseil, parce que si on est en position haute, le conseil peut être perçu comme une prescription, et là on va tomber dans un biais qui va nous poser beaucoup plus de problèmes qu'apporter de solutions. Si le client est demandeur de prescription, c'est le 5e. Alors à ce moment-là, si vraiment il est demandeur et si on ne peut pas si le fait de lui refuser de lui prescrire vient détruire la relation, on commence par lui expliquer comment sont produites les prescriptions. Et là, si on rentre dans le détail, si on lui explique comment est fait une fiche de poste, comment est fait un test d'évaluation, il va comprendre que les prescriptions ont une valeur relative. Et donc on pourra lui en faire à partir du moment où il a compris la relativité de la valeur de la prescription. Sur quoi on se base pour faire une prescription. Donc le bilan de compétences, c'est un bilan de motivation. Oui, donc je vais laisser les slides en blanc à voir. Et donc ça, le bilan de motivation, ça n'est que la première partie, mais si on ne la fait pas, la deuxième partie va avoir du mal à se dérouler. Alors il faut quand même savoir que la deuxième partie porte bien sur les compétences, du coup, hein, puisque notre client avec ses aspirations va quand même devoir se confronter à la réalité de premier et deuxième ordre de Václavic, il va quand même devoir se confronter à l'extérieur, et pour ça, il a besoin de faire l'inventaire de ce qu'il a à sa disposition. Donc ça, c'est la deuxième partie du bilan, hein, c'est le livret 5. Le cahier 4, quant à lui, étant un premier élément de spécification. Alors c'est vrai que jusque-là, j'ai zappé sur la DVP, on va en dire un mot. Hein. Donc même quand on est sur la partie objective, hein, enfin plus objective, plus évaluation, plus éléments concrets, hein, on va quand même garder un regard inconditionnellement positif sur les facultés d'évolution du sujet. Donc juste un mot, avant de passer à la deuxième partie de l'exposé, juste un mot sur la DVP. Donc la DVP, c'est la décomposition du processus de choix. C'est pas une méthode, hein, c'est pas une invention, c'est une découverte, on va dire. Voilà, ce sont à partir de John Holland, et donc Carl Rogers, John Holland, les Américains et les Canadiens surtout se sont intéressés à la façon dont on fait un choix.
et ils ont distingué différentes étapes. Alors, je ne les connais même pas par cœur, mais on commence par l'éveil. Donc l'éveil, nous, ça ne nous concerne pas, puisque si notre client est là, c'est que la phase d'éveil a eu lieu. Il s'est dit qu'il devait faire quelque chose, donc il est éveillé à l'idée de faire des choix. Ensuite, on doit accumuler de l'information, et on va le saturer en information, jusqu'à ce qu'il ait trop d'informations, et du coup, l'information va commencer à cristalliser, c'est-à-dire qu'il va faire des petits paquets. L'exemple qu'on donne à chaque fois, c'est quelqu'un qui veut acheter une voiture, il va faire le tour des concessionnaires et il prend des plaquettes. Et il va avoir toute une collection de plaquettes sur différents modèles de différentes marques. Et au bout d'un moment, comme ça ne tient plus sur son bureau ou sur sa table basse, il va être obligé de faire un tri, mais un tri pas raisonnable du tout. En fait, il va essayer de ranger l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cristallisation. C'est un premier rangement contraint parce qu'on est saturé en informations. Alors, comme nos clients sont tous différents, vous avez des gens qui ont une faculté de gestion de l'information qui est monumentale et ils risquent de jamais saturer parce qu'on n'est pas à la hauteur. Et vous en avez d'autres qui vont saturer très vite. Voilà. Donc ça, les supports, les cahiers sont faits pour saturer, pour essayer de saturer un maximum de gens. Donc normalement, il doit y en avoir beaucoup qui laissent tomber la lecture des supports à un moment, puisque c'est fait justement pour les gaver, très, très concrètement, pour les gaver d'informations. Alors, on reparlera des supports juste après, mais voilà. Donc ça, c'est la phase de cristallisation. Ensuite, spécification. Là, on va commencer par, comme on est obligé de ranger l'information qu'on a, on n'a pas la capacité d'en stocker davantage en vrac, donc on va être obligé de la classer pour en garder, pour en jeter. Donc ça, c'est la phase de spécification. Et donc, là, il faut avoir des critères de rangement. Et c'est le rôle du cahier numéro 4 de donner des critères de rangement. Ensuite, il faudra prendre une décision, et c'est la dernière étape. Alors, dernière étape de la DVP, il faut une mise en action. Et pour nous, il faut une synthèse du bilan. Voilà. Donc, la DVP, en fait, il suffit d'avoir conscience du process. Si vous vous posez la question de savoir si votre client est toujours en cristallisation, en exploration, cristallisation, spécification, décision, s'il est toujours en phase d'exploration ou s'il commence déjà à cristalliser, vous allez voir qu'ils sont tous différents et que du coup, le séquençage en 6 étapes, il est un petit peu artificiel parce que c'est plus un repère pour nous ou pour l'administration à laquelle on rend compte que pour notre client, puisque à la limite, on pourrait lui donner tous les supports d'un coup. Enfin, je ne sais pas s'il faut le faire, mais bon. Voilà. En tout cas, si vous avez ça en tête, si vous avez le schéma de la DPP en tête, vous allez pouvoir observer que vos clients sont tous différents par rapport à la façon dont ils gèrent chaque phase. Venons-en donc à l'entretien 1 et au cahier 1. Donc, dans cette idée où on va faire un bilan des motivations, je suppose que vous avez lu le que sais-je de Micheli sur les motivations. C'est un très vaste sujet puisque ça touche aux mentalités, aux attitudes, aux représentations du monde. Enfin, c'est vraiment un vaste sujet. Nous, on a formalisé le travail sur les valeurs, on a formalisé le travail sur les besoins. Ce sont certaines définitions de la motivation. Et surtout, on ouvre la porte à tout le reste. Donc les supports sont un service minimum. Typiquement, le cahier numéro 1, c'est fait pour donner des idées. Voilà. Du coup, il est sans rapport avec l'entretien 1, c'est juste une espèce d'apéritif qui vous permet à vous de voir en fonction de la réaction de votre client s'il a mordu à quelque chose ou pas, et voir comment il se situe justement dans cette palette entre la magie et le rationalisme, voir où seront ses freins. Est-ce qu'il a besoin de rationaliser ou pas, ou au contraire, est-ce qu'il a besoin de rites propitiatoires, etc. Donc, c'est juste pour donner une possibilité.
L'entretien 1, lui, en revanche, c'est le plus important et le plus impliquant en termes de méthodologie. C'est le seul, ça risque d'être le seul, j'espère que non, mais vous allez voir que, à l'usage, que vous n'avez peut-être pas beaucoup d'autres occasions d'avoir ce que Micheli appelle entretien en profondeur. Et ça, c'est vraiment l'entretien en profondeur, ça veut dire que c'est l'entretien pendant lequel vous avez une écoute active, où vous amenez votre client à parler de lui en étant le moins directif possible. Alors je dis le moins possible parce qu'on a quand même des contraintes sur cet entretien. On a des objectifs dans cet entretien 1 qui fait qu'on va avoir des repères à poser, mais entre chaque repère, votre client peut être en roue libre et c'est à vous de l'amener justement à se raconter. Voilà, voilà. Donc cet entretien doit être une partie de cet entretien doit être, une ou plusieurs parties de cet entretien doivent être ce que Micheli appelle entretien en profondeur, où vous allez vraiment faire preuve d'une écoute active, d'empathie, etc. Vous avez déjà, au cours du pré-accueil, au cours du diagnostic d'équation, vous avez déjà fait preuve de cette écoute active, mais c'était un échantillon. Là, vraiment, votre client doit vraiment se déballer et ça va mettre en perspective toute votre relation à venir et toute la façon dont il va gérer la démarche de bilan de compétences. Voilà, donc oui, le cahier numéro 1, donc je vous ai écrit ce que je vous ai dit, voilà, c'est peut-être mieux d'ailleurs. L'entretien 1, d'un point de vue administratif, c'est la phase préliminaire. La phase préliminaire qui est mentionnée dans le Code du travail, donc dans le règlement 613.4 du Code du travail. Il faut qu'il y ait une phase préliminaire. Alors, bien sûr, elle a commencé avec le dossier d'admission, très clairement, elle a commencé avec le dossier d'admission. Elle se clôt, normalement, à la fin de cet entretien numéro 1. Elle se clôt à la fin de cet entretien. Si tout va bien, ça peut aussi se clore à l'entretien numéro 2, la phase préliminaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir dans la phase préliminaire? Eh bien, les objectifs de notre client par rapport à son bilan de compétences. Alors ça, le Code du travail ne le dit pas, mais c'est très clairement dans Calliope. On doit définir les objectifs de l'action pour notre client. Alors bien sûr, on a commencé avec le dossier d'admission, le diagnostic d'adéquation, mais là, il faut vraiment le noter et vous devez recueillir les informations qui font que vous pourrez mettre dans la synthèse, ou qui vous permettront, que vous devez noter vous. Il faut que ce soit dans vos notes. Alors, d'abord pour vérifier que ça se trouve dans la synthèse. En réalité, entre le premier entretien et la version finale de la synthèse, ça peut changer. Il y a plein de bonnes raisons pour que ça change. Mais vous devez le prendre en note parce que, à un moment donné, vous risquez de devoir rappeler à votre client le contrat passé. Et cette définition d'objectif, c'est ça le contrat passé. C'est qu'est-ce que votre client veut avoir à la fin de son bilan. Ça, c'est important. Et surtout, et c'est là qu'on a l'entretien en profondeur, c'est l'occasion de recueillir l'histoire de vie de notre client. Voilà. Alors, cet entretien où il va vous raconter son histoire de vie, c'est vraiment très important pour lui. D'abord parce que il va se remettre en perspective. C'est déjà l'occasion d'un premier recadrage. Alors, votre client peut avoir tendance à parler que de sa vie professionnelle. Il faut le ramener à ses rêves d'enfant. C'est intéressant pour nous de savoir s'il a eu des rêves d'enfant, s'il s'en souvient. On se moque complètement de la réalité, mais est-ce qu'il se souvient de ses rêves d'enfant et est-ce que ça veut dire quelque chose pour lui, un rêve d'enfant? Ça peut être important, et en tout cas, c'est un moyen de le ramener un petit peu plus en amont que sa vie professionnelle, parce qu'on aura besoin aussi, il aura besoin de se raconter par rapport à son entourage familial, à son environnement. Enfin, c'est vraiment important pour lui qu'il fasse ce travail de remémoration. Et donc, on peut lui demander s'il se souvient de la première fois où on lui a demandé qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand?
Ouais, ça, c'est une question typique, hein. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où on vous a dit qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Voilà, ça c'est un repère. On a besoin de ce repère. Une fois qu'on l'a, on peut le laisser, lui donner libre cours. Et justement, l'écouter de façon active et empathique. Euh, Ça va lui permettre de... Quelque part, ça va déclencher un processus qui fait qu'il va regagner de la confiance en lui. Ou en tout cas, il va cerner. Si ça pouvait être un frein, c'est une question qui revient souvent, hein, la confiance en soi, l'estime de soi. Si ça pouvait être un frein, ça va limiter l'ampleur du frein parce que ça va lui permettre soit de le supprimer complètement, soit de mesurer l'ampleur du poids que ça représente. Vous avez aussi des gens qui pensent que la vie professionnelle s'arrête à la retraite. Ça peut être l'occasion de leur expliquer que une bonne échéance, c'est l'espérance de vie. Et donc, c'est pas 60 ou 65 ans, c'est 88 ans, hein, ou 85 ans. Ça peut être aussi une autre façon, hein, de, de l'aider à recentrer un petit peu sa vision du monde. Et, et, euh, et normalement, il doit en ressentir beaucoup de bienfaits. Alors, oui, comment ça se déroule? Comment est-ce qu'on arrive à concilier cet entretien en profondeur avec cette écoute active et le recueil des informations dont on a besoin? À vous de trouver votre méthode, hein. Moi, je le fais en expliquant que le premier entretien, c'est quasiment un rituel parce que j'ai deux questions à poser. La première, je lui demande quelles sont ses attentes. Alors, on peut lui demander ses objectifs, hein, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, quelle que soit la façon dont on lui pose la question, il va exprimer des attentes qui sont plutôt vagues. Et il faut lui demander de reformuler jusqu'à avoir des éléments concrets qu'on peut qualifier d'objectifs, hein. Bon, au minimum, on note les attentes, hein, mais c'est quand même bien qu'il puisse formuler des objectifs. Et je lui pose la question au début de l'entretien, parce que si j'ai rien de satisfaisant, ou même si j'ai quelque chose de satisfaisant, je la lui repose à la fin de son histoire de vie, quand il a fini de se raconter. Donc il finit par sa situation actuelle, mais qu'il a mis en perspective avec toute son histoire. Et là, on lui demande qu'est-ce qu'il attend du bilan. Et du coup, il peut avoir un autre point de vue, avec un autre relief, et il peut avoir des idées différentes. Donc, c'est les objectifs du bilan, je lui demande au début et à la fin. Euh, on peut aussi avoir quelqu'un qui va donner quelque chose de douloureux. Bon, moi, j'ai toujours une boîte de Kleenex, hein, dans mon bureau. Enfin, j'avais toujours, puisque non, en distanciel, ça se passe différemment. Ça peut être douloureux. Vous devez garder en tête que vous avez besoin de certains points de repère, et ça vous permet de repêcher votre client quand il va s'épancher de façon un peu excessive. Parce que le premier entretien, c'est le plus important, mais c'est pas forcément le plus long. J'essaye de prévoir, moi, hein, j'essaye de faire un entretien de 2 heures au début. Je sais qu'après, ça sera plus court. C'est quelque chose qui est à gérer. Euh, donc, vous pouvez avoir besoin, simplement pour le soulager aussi, hein, s'il est vraiment en difficulté, il faut essayer de le ramener. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de savoir si le concept de rêve d'enfant signifie quelque chose pour lui. S'il se souvient, hein, de la première fois où on lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. On a besoin de savoir dans quel environnement il a grandi. Est-ce qu'il était seul, à la ville, à la campagne? Est-ce qu'il avait des modèles, ses parents, ses frères, ses sœurs? On va dire, c'est l'école primaire. On a besoin de savoir comment s'est passée sa scolarité au collège. Alors, s'il a été scolarisé en France aussi, hein. Et au collège, il y a la fin du collège, c'est l'orientation scolaire à la fin du collège. Ça, c'est une étape importante. Ensuite, si il fait des études, s'il va jusqu'au bac, hein, donc comment se passe son bac, s'il fait des études supérieures, hein, donc les points de repère, ce sera les articulations du système d'éducation. S'il fait des études supérieures, il ne faudra pas oublier de poser la question
En fait, il ne faut pas non plus oublier de le faire parler de ses loisirs. Alors ça, sur toutes les périodes, hein. Est-ce qu'il a fait du théâtre? Est-ce qu'il a fait du sport, etc. Et, et, euh, et est-ce qu'il a eu des jobs étudiants? Voilà, est-ce qu'il a distribué le courrier? Est-ce qu'il a travaillé dans une épicerie? Enfin voilà, toutes ces informations-là, on a besoin alors on n'a pas vraiment besoin de les avoir, mais c'est bien de les avoir, et surtout euh, si ça sert à positiver, parce que vous l'amenez à se remémorer des choses qu'il a faites. Alors après, l'expérience peut être positive ou négative, mais en tout cas, il y aura quelque chose dans l'histoire, quelque chose de concret, de factuel. Donc ensuite, son parcours professionnel, hein, et là encore, vous allez devoir euh, lui demander, ou pas, hein, peut-être tous ces éléments qu'il faut recueillir, il est fort possible que votre client vous les donne spontanément. Donc du coup, vous cochez la case et vous le laissez tranquille, hein, voilà. En même temps, il ne faut pas aussi interrompre un entretien qui se passe bien pour avoir une bribe d'information, hein. Il faut vraiment ponctuer ça avec la réalité qui se présente à vous. Euh, donc, le service minimum de cet entretien 1, c'est d'avoir noué une relation d'aide efficace, hein, c'est-à-dire d'avoir mis votre client dans une position où il se sent à l'aise, où il se sent capable de reprendre le contrôle. Alors, peut-être pas tout de suite, mais s'il s'est remémoré tout son parcours avec une bonne mise en relief, ça va relativiser tous les soucis qu'il peut avoir à l'instant. Et pour votre contrat de communication, je dirais, et aussi pour l'administration, il nous faut avoir la première page remplissable de la synthèse, c'est-à-dire les circonstances du bilan et les objectifs du bénéficiaire par rapport à son bilan. Voilà. Voilà en gros tout ce que je voulais vous dire sur le bilan des motivations, hein, sur notre bilan des motivations. Alors bien sûr, comme je suis seul à parler, j'ai dû aller un peu vite sur certains sujets, en gommer complètement d'autres. Donc vous n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors si vous avez des questions personnelles, vous me les posez par mail. On essaye de se prendre un rendez-vous à une heure possible en France, hein. Je peux aménager ma soirée, hein, c'est un peu délicat, mais je peux le faire. Ma soirée étant votre après-midi. Votre soirée, en revanche, ça va être difficile parce qu'après minuit, moi, je suis plus efficace. Et puis on a un voisinage à respecter. Euh, donc, voilà, les questions où il y a une certaine confidentialité, ben, vous me les posez par mail ou vous me proposez qu'on échange de vive voix en tête à tête. Vous pouvez aussi poser les questions sur Telegram, hein, sur le fil Telegram. Et comme ça, ça peut générer un débat vraiment enrichissant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois. Donc, je vous donne rendez-vous pour le numéro 2, où on devra parler, si je ne me trompe pas, de l'aspect réglementaire. Voilà, la réglementation, si je ne me trompe pas. Je vous dis à bientôt.